Danielle, welcome. And welcome to all of you to another Talking Galleries. It's wonderful to have been associated with Talking Galleries from the very beginning. And it's my honor and pleasure this morning to talk with Daniel Templon, who celebrated last year his 50 years as a gallerist, starting from a borrowed basement space with friends. And this is the result of his 50 years. One of the results is this wonderful book, which we've both brought along to show you. Daniel has been an incontournable figure in the contemporary art world for 50 years. He's going to speak in French. I'm going to ask him questions in English. We will have at the end a question and answer session. You're absolutely invited to interact with him. You can ask questions in English or in French. So, Daniel, let's start. Let's hear how you started. D'abord, merci pour cette invitation qui me touche beaucoup. 50 ans, c'est long, c'est un demi-siècle. C'est un demi-siècle de passion pour les artistes. Les galeries, évidemment, c'est banal de le dire, mais c'est bien de le répéter quand même, n'existeraient pas sans les artistes. Donc, chaque événement quotidien, chaque démarche que nous faisons doit être dans un objectif bien précis. Aimer les artistes, le leur dire et faire aimer à notre public les œuvres de ces artistes. Une galerie de tableaux, c'est un lieu de combat culturel, c'est un lieu de défense d'options esthétiques, et c'est un lieu qui cherche, pour les meilleurs d'entre nous, je n'ose pas le dire, je le dis sans réserve, c'est des conceptions à défendre. Et là, j'en viens tout de suite, avant de parler de ma propre histoire, à la situation passée et la situation actuelle. Nous y reviendrons. Quand j'ai commencé en 1966 à Paris, on ne parlait pas du marché de l'art. On parlait des galeries, on parlait des artistes, on parlait de vendre des œuvres d'art, puisqu'une galerie, c'est fait pour vendre des œuvres d'art. Si vous ne vendez pas d'œuvres d'art, vos artistes vont aller ailleurs, vont aller dans des galeries où on les vendra mieux. Donc vous avez intérêt à vendre vos artistes le plus possible. Et j'ai constaté en 50 ans un basculement formidable. Nous étions des acteurs culturels. Et c'était ça la passion de ce métier. Et le monde a changé et maintenant nous avons basculé malgré nous dans un monde où le commerce est dominant. Je ne porte pas de jugement. C'est un constat. Nous devons nous adapter. Nous devons faire en sorte que nos artistes ne soient pas noyés au sein d'un grand mouvement international qui fait passer l'argent qu'on peut tirer de l'art, qu'on peut gagner de l'art aussi, avant la démarche culturelle, avant la démarche de défense de certaines options esthétiques. Moi, je n'ai pas abandonné ce combat esthétique, c'est pour ça que j'ai des positions qui sont quelquefois tranchées, quelquefois un peu virulentes, c'est-à-dire en opposition à beaucoup de démarches contemporaines, mais ça, nous y reviendrons. Mais je tenais à insister sur ce point, de dire que le monde a vraiment basculé en 50 ans. La mondialisation, bien évidemment. L'accroissement des richesses. Cet argent dont on ne sait pas très bien quoi faire, qu'on en a gagné beaucoup, et qui s'investit dans l'art parce que ça fait plus chic peut-être pour certains. Valorisant socialement, bien évidemment. Donc, ma propre histoire. J'ai commencé en 1966, j'avais 21 ans. Un an avant, je n'avais jamais vu d'œuvre d'art, donc c'est pas pour faire l'original, mais c'est comme ça. Je venais d'une famille fonctionnaire dans la banlieue de Paris, et pour des
raisons voilà, qui sont sociales. Ma famille, mes parents, mon père, ma mère n'avaient jamais mis les pieds dans un musée. Et à l'âge de 19 ans, j'étais, après le bac, instituteur suppléant dans cette commune autour de Paris qui s'appelle Nanterre. Et pour gagner un peu ma vie et pouvoir poursuivre des études de droit à la fac de la rue d'Assas. Et dans cette école primaire, j'ai rencontré un ex-camarade du lycée où j'étais avant, à Bois-Colombes. Et il faisait partie d'un petit groupe de, appelons ça des jeunes poètes. Tout le monde avait 19 ans, 20 ans, 21 ans. Et c'est une revue de poésie qui s'appelait Strophe. Comme toutes les revues de poésie, il y a eu 6 ou 7 tirages et après ça s'est arrêté. Et au sein de ce groupe, il y avait un garçon dont le nom peut vous dire quelque chose à certains d'entre vous, qui s'appelait Daniel Abadi, qui avait été en contact déjà avec des artistes et peintres pour illustrer cette revue de poésie Strophe. Et il fallait quelqu'un pour rencontrer ces artistes en plus de lui. Donc est née l'idée progressivement entre les garçons qui avaient aux alentours de 20 ans, l'idée de créer un lieu pour montrer ces jeunes artistes à Paris, et des artistes de toutes les provenances, puisque quand j'ai fait ma première exposition, il y avait un Roumain, 2 Japonais, un Italien et quelques Français, bien sûr. Donc, on se dit, trouvons un lieu pour montrer des jeunes peintres. Et on a trouvé un antiquaire de la rue Bonaparte qui avait une cave inoccupée. C'était entre la rue du Faux et la place Saint-Germain-des-Prés. Et donc, dans cette cave, j'ai créé, avec un camarade qui s'est séparé au bout de 6 mois, 1 an, parce que ça n'intéressait pas trop, cette première galerie qui s'est appelée Simèse Bonaparte, puisque c'était rue Bonaparte. Donc les artistes, comment je les ai rencontrés, puisque, à part ce Daniel Abadi, personne ne connaissait les jeunes peintres qui vivaient à Paris à l'époque. Nous lisions les lettres françaises, parce que les lettres françaises, c'était l'hebdomadaire du Parti communiste, dirigé par Aragon et Pierre Dex. Et c'était le seul journal pratiquement qui parlait d'art contemporain, avec un autre magazine hebdomadaire qui s'appelait Art. Puis une revue qui s'appelait Simèse. Enfin, on était très très pauvres à l'époque. Il n'y avait pas cette abondance de revues d'art comme il y a aujourd'hui. Vous allez dans les foires, vous avez 50 revues d'art, etc. Bon, que les gens ne lisent pas forcément, mais enfin, c'est bien que ça existe. Donc, nous allons voir les lettres françaises. Le responsable des pages d'art, qui s'appelait Georges Boudaille, et avec ce copain, il nous a pris pour 2 rigolos. On avait 20 ans tous les deux. Il nous a envoyé voir un autre jeune critique d'art qui, lui, nous a pris au sérieux, Marc-Albert Lévin. Et il a fait une liste d'une 15aine d'artistes qui pourraient être intéressants pour une première exposition dans cette cave d'un antiquaire. Et je ne vais pas vous raconter la liste de ces 15 artistes, mais sachez que sur les 15, il y en avait un qui existe toujours, et dont le nom va vous. C'était Daniel Buren. Donc je suis allé dans l'atelier de Daniel Buren exactement en janvier 1966. Et pourquoi il n'a pas participé à cette première exposition? C'est parce que ce tableau faisait 2 mètres par 2 mètres, ce que vous pouvez encore voir aujourd'hui. Et il ne passait pas dans la cave, enfin dans l'escalier qui menait dans la cave. Donc Daniel a dit, non, je ne peux pas te donner de tableau puisque ça ne rentre pas chez toi. Voilà. Donc ça, j'aurais exposé Daniel Buren dès 1966. Je l'ai exposé par la suite à plusieurs reprises, mais beaucoup, beaucoup plus tard. Donc, les lettres françaises nous amènent au choix des jeunes artistes, au démarrage de la galerie. Après, je raccourcis évidemment l'histoire. Je suis resté dans cette cave 2 ans. Après, j'ai loué le rez-de-chaussée de l'antiquaire jusqu'en 72. Et en mars 72, j'ai déménagé
pour aller dans la galerie que vous connaissez certains, rue Beaubourg, où je suis toujours, depuis donc 1972. Je suis un vrai fonctionnaire de l'art, puisque je vais à mon bureau quand je ne suis pas en voyage. Tous les matins, à 9h30, je suis à mon bureau, 30 rue Beaubourg. Voilà. Mais c'est un peu ça, marchand de tableaux, sauf qu'on maintenant on passe un tiers de sa vie dans les voyages. Je vais revenir au voyage, parce que ça c'est important. Donc comment, quand on démarre à Paris, qu'on connaît rien, mais après je suis allé au musée toutes les semaines, et je continue à aller au musée au moins une fois par semaine dans tous les musées du monde. Donc je suis un autodidacte. Comment on fait? J'ai eu l'idée de... J'ai ouvert ma première galerie donc, dans cette cave de l'Antiquaire. En travaillant le matin, j'étais professeur d'éducation physique, ou gymnastique, comme vous voulez, et l'après-midi, j'ouvrais la galerie pendant 2 ans. Bon. Donc, ça a été vraiment des débuts difficiles, mais quand vous retournez vers votre passé, vous dites, mais c'était une période formidable, où vous n'aviez pas à vous soucier de quelle est la situation du monde artistique ou du monde tout court. Vous n'avez pas à vous soucier du cours du pétrole, du hausse ou de la baisse des cours de la bourse. Vous n'aviez pas Internet, vous n'aviez pas le téléphone portable. C'était une époque de... On faisait de l'épicerie. Et ça, c'est très agréable, l'épicerie. Oui. On allait chez les artistes, on prenait les tableaux, on les mettait dans la galerie, on attendait que les gens viennent vous voir, on donnait quelques coups de téléphone. Le téléphone coûtait très cher, donc on ne pouvait pas beaucoup téléphoner à l'étranger en tout cas. Donc c'était vraiment un autre siècle. Et tous les gens qui ont connu cette période-là, enfin en tout cas les galeries, fonctionnaient un peu de la même façon. C'était une communauté, c'était un cercle, presque un cercle d'amis, en tout cas de gens qui se respectaient, qui défendaient chacun leurs artistes, qui défendaient chacun leurs tendances, mais il n'y avait pas ce conflit qui est celui de la lutte contre le temps. Aujourd'hui, le temps est la chose la plus précieuse qui soit. Il faut aller très vite, il faut aller plus vite que les autres, plus vite que ses concurrents, plus vite que je ne sais pas quoi d'ailleurs à la fin. Il faut être en voyage tout le temps, il faut regarder tous les jours ce qui se passe sur Internet, accumuler des informations qui viennent du monde entier. Sachez qu'à l'époque, la seule façon pour nous d'être au courant de ce qui se passait à l'étranger, en tout cas en France, c'était de lire la lettre qui sortait tous les 15 jours d'un journaliste allemand qui s'appelait Willy Bongard. Et il travaillait pour cette revue allemande économique qui s'appelait Capital. Et il fallait s'abonner à cette lettre. On la recevait donc tous les 15 jours. Ça devait faire 8 pages. Et c'est lui qui nous donnait les informations sur ce qui se passait en Europe et même dans le monde. Willy Bongard. Et alors aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire, puisque votre téléphone, vous recevez des informations du matin jusqu'au soir. Mais tous les 15 jours, on était avide de lire cette lettre de Willy Bongard pour nous dire ce qui se passait dans le monde de l'art. Voilà. Donc, après ces quelques années dans la cave de l'Antiquaire, puis au rez-de-chaussée, je suis arrivé rue Beaubourg, comme je disais, et j'y suis toujours, donc depuis maintenant 45 ans. Mais je vais quand même m'agrandir dans quelques mois, puisque j'ai trouvé un autre local très grand, 660 mètres carrés, à 2 minutes de ma galerie actuelle, qui permettra de me faire 2 expositions d'importance en termes d'espace en même temps. Voilà. Donc, oui, même après 51 ans même de carrière, on a encore envie de se développer et on a encore plus envie de défendre des artistes, voilà, de défendre des choix esthétiques. If you could give yourself advice today if you could meet yourself at 21, would you have done the things the same? Would you have done things differently? Alors, quand j'arrive à Paris, je suis à Paris, règne à l'époque l'école de Paris. Donc les peintres français que vous connaissez, Hartung, Soulages, Manessier, Bissière, plus les étrangers qui vivaient à Paris,
Tapiès, enfin il vivait pas à Paris, mais enfin il avait une forte représentation à Paris, il était à la Galerie Mag. Il y avait les Italiens, Adami, il y avait les Espagnols, Arroyo, etc. Il y avait un climat international fort, mais ce qui régnait, c'était la peinture abstraite, l'école de Paris. Dans cette hebdomadaire Les Lettres françaises, il ne défendait que l'école de Paris. Il détestait tout ce qui avait un caractère figuratif et il détestait tout ce qui naturellement venait des États-Unis et qui n'était pas la peinture abstraite. Bon. J'ai aimé cette peinture-là, mais je me disais, je n'étais encore jamais sorti de France, sauf pour aller en Belgique ou en Allemagne ou en Italie, il y a autre chose. Bon. Et cette autre chose, je l'ai découvert très tôt. Très tôt. Et c'est ça qui fait, je vais dire, mon originalité. C'est que je suis allé, je peux dire nous, puisque j'ai vécu 10 ans avec Catherine Millet, qui est devenue une critique d'art célèbre. Nous sommes allés à Cassel en 1968. C'était l'époque des événements à Paris, mais enfin, rien à voir, évidemment. Bon. Le hasard. Donc, nous avons pris une petite voiture à l'époque, nous avons traversé toute l'Allemagne, il n'y avait pas d'autoroute encore partout. Et nous avons découvert à Cassel ce qu'était vraiment l'art contemporain. Bon. Qui n'était pas l'art de Paris, qui n'était pas l'école de Paris, qui n'est pas ce qu'on entendait en France, ce qu'on lisait, ce qu'on voyait dans la majorité des galeries. Il y avait à Cassel 68, Rauschenberg, Liechtenstein, Warhol, Rosenquist, Oldenburg, Georges Segal, ils étaient tous Quinols, ils étaient tous là. Il y avait aussi les abstraits, il y avait aussi Vasarely, il y avait Tapiès, il y avait les grands abstraits. Et c'est là, et les minimalistes aussi, enfin, Sol Lewitt, ou Frank Stella, ou Ellsworth Kelly. Bon. Et quand vous avez 21 ans, 23, en fait, que vous arrivez là, vous dites, tout ce que j'ai entendu, tout ce que j'ai vu à Paris, c'est faux, en tout cas, c'est inexact, en tout cas, c'est insuffisant. Bon. Il y a un autre monde, et c'est vraiment le nouveau monde. Vous avez l'Amérique, qu'on ne connaissait pas en France. Les Allemands connaissaient déjà, les Hollandais aussi, puisqu'il y avait naturellement Ludwig à Cologne et il y avait Eddie de Wilde au musée d'Amsterdam. Et j'ai immédiatement voulu découvrir, en allant régulièrement en Allemagne et en allant à Amsterdam au moins 3 fois par an à chaque grand vernissage, ce qu'était vraiment l'art contemporain, le meilleur de l'art contemporain, une partie du meilleur de l'art contemporain, qu'on ne voyait pas en France. Donc Cassel, pour moi, ça a été la révélation en me disant, le pop art, c'est quand même autre chose que l'école de Paris. Bon. On ne va pas dévaluer l'école de Paris comme ça, mais c'est vrai qu'il se passait des choses inattendues pour nous, mais que personne n'avait vu à Paris. Personne. Donc, je me suis dit en juin 68, ces artistes pop, je les montrerai un jour à Paris. Je connaissais personne et je n'avais pas d'argent, bien sûr, donc il fallait attendre pour aller là où ces artistes existaient, où ces artistes travaillaient, où ces artistes étaient exposés, donc pour aller à New York. Donc j'ai dû attendre jusqu'au février, je pense, 72 pour pouvoir me payer mon billet d'avion pour aller à New York. Parce qu'aujourd'hui, on va à New York, comme ça, si on prend le métro. Bon. Mais à l'époque, c'était un événement. Je vous assure que quand vous alliez à New York, on disait à tous ses amis, je vais faire un grand voyage, je vais à New York. C'était vraiment, vraiment comme ça, sans exagérer. D'ailleurs, les billets les moins chers, c'était Icelandic. Donc, il fallait faire le stop en Islande pour aller jusqu'à New York. Bon. Et j'arrive à New York pour découvrir la ville, découvrir les artistes, et puis surtout pour contacter le premier artiste américain avec lequel j'avais eu envie de travailler. Enfin, il y en a un autre, mais je vais y revenir. C'était Donald Judd.
j'avais adoré Donald Judd. Comment j'ai adoré Donald Judd, que personne n'avait vu à Paris, évidemment? C'est que dès 68, après Cassel, je suis allé à Cologne et à Düsseldorf pour rencontrer les gens que j'aimais bien là-bas. Enfin, celui que j'aimais le plus là-bas, c'était Conrad Fischer. Donc je dois beaucoup à Conrad Fischer, qui lui était le représentant de cette tendance artistique. Et j'étais dans l'appartement de Conrad et je vois Karl André, Reimann, peut-être même Mangold, Sol Lewitt, bien sûr, etc., et Flavin et tout ça. Donc vous arrivez là et vous dites, attends, mais ça non plus, je ne savais pas que ça existait, j'avais vu un peu à Cassel, mais pas suffisamment. Et donc mes premiers échanges avec l'étranger, ça a été avec l'Allemagne et avec Conrad Fischer, qui était un homme absolument charmant, généreux. You want this, take it. Et je me vois revenir même de Düsseldorf en l'occurrence, avec ma voiture, 4L toujours. Et sur le toit de la voiture, j'ai plus les photos, ça c'est dommage, ça a disparu. Sur le toit de la voiture, des sculptures murales de Sol Lewitt. Sur le toit avec attachées avec des ficelles. Hein. Bon, comme ça à l'époque. Mais plusieurs fois. Et j'ai fait ça aussi avec Hans Mayer. Et dans le coffre, des boîtes de Donald Judd. Voilà. Bon, ça c'était une autre époque, évidemment. Et donc, les deux choses qui ont été importantes dans ma vie, c'est cette rencontre avec Conrad Fischer, et après, donc, avec Léo Castelli en 72. Comment j'ai rencontré Léo? Donc, je vais chez Donald Judd, et je lui dis, je voudrais vous exposer à Paris. Et il dit, ok, très bien. Judd était un homme un peu bourru, c'est-à-dire un peu un ours, hein, comme on dit. Hein, bon. Ok, on va le faire. Mais j'ai une galerie à New York, c'est Léo Castelli. Donc il dit, tu vas voir ma galerie, et Léo. Et donc je vais voir Léo, qui était à l'époque sur la 77e, Madison et Fifth Avenue, et je me vois débarquer. Ah bon Mais le contact s'est fait instantanément. Il y a eu un échange, je dirais, sympathique, qui s'est poursuivi jusqu'à sa mort. Mais il avait trouvé à Paris quelqu'un qui pouvait être à la fois son correspondant, défendre ses artistes, ses options esthétiques, et devenir par la suite un ami. Donc Léo Castelli m'a dit, ok, très bien, pas de problème, on organise cette exposition qui s'est faite 6 ou 8 mois après, à la fin des années 72, même au mois d'octobre, septembre, peu importe. Donc, premier contact avec Léo Castelli, c'est à travers Donald Judd. Et puis ça a continué. Van Flavin, et puis surtout Rauschenberg, Lichtenstein, Warhol, Rosenquist. C'était une époque aussi où, je parlais tout à l'heure de la défense d'intérêts esthétiques avant les intérêts financiers. Quand j'ai dit à Léo Castelli, je veux exposer Warhol, il me dit ok, choisis. Quand j'ai voulu Rauschenberg, il m'a dit ok, choisis, et ainsi de suite. Bon. Donc c'était pas pour l'argent. Alors bien sûr, tout le monde doit vendre, mais c'était pas on va faire un coup, on va vendre des tableaux, on va faire monter la cote, non, on avait envie de défendre cette tendance historique, bien sûr, que personne ne conteste, les artistes pop. Et c'est ce que j'ai fait du mieux que j'ai pu, mais j'ai pas été vraiment bien compris en France. Trop peu de collectionneurs ont cru dans cette orientation esthétique. I think that a lot of your early shows you didn't sell particularly Non, well. non, c'était très difficile de vendre le pop art parce que les institutions, c'est-à-dire les musées, il n'y avait pas les centres d'art qui existent aujourd'hui, il y avait des musées mais qui n'étaient pas très puissants puis qui n'avaient pas beaucoup d'argent pour acheter, n'ont pas aimé le pop art en France. Pourquoi? Parce que l'école de Paris était trop puissante et que forcément on ne voulait pas faire venir, accepter les Américains, la colonisation américaine, le capitalisme américain. Pourquoi je dis capitalisme? Parce que, faut pas oublier que le Parti communiste français est monté après la guerre jusqu'à 25%. Et la plupart des intellectuels français étaient
communiste ou de tendance communiste, ou en tout cas, je dirais aujourd'hui, de gauche. Donc, tout ce qui venait d'Amérique, des États-Unis, était dangereux. Enfin, on s'en méfiait. Il ne fallait pas accepter ces gens-là qui pensaient d'abord au commerce avant de penser à l'art en tant qu'expression vertueuse de la pensée humaine, l'expression de la beauté, donc détachée de tout ce qui est matériel, etc. Et ça, je l'ai vraiment vécu, puisque pour gagner ma vie, j'étais professeur de gymnastique, mais j'ai aussi fait ce qu'on appelle le marbre des lettres françaises, c'est-à-dire corriger les épreuves du journal avant qu'ils sortent. Bon. Et je voyais ce climat-là, qui était le climat intellectuel français à l'époque, où, non, l'Amérique, c'était pas acceptable. Et je peux vous dire que encore jusqu'à maintenant, peut-être, beaucoup de nos responsables des institutions culturelles, des musées, ont toujours cette méfiance vis-à-vis de l'Amérique. Ça c'est considérablement atténué, mais quand même. Donc au Centre Pompidou, qui est une institution quand même phare pour nous, jusqu'à ces dernières années, chaque fois qu'on a voulu, enfin quelqu'un a proposé d'exposer des artistes américains importants, donc des artistes pop, les directeurs successifs de notre musée national l'ont fait, mais vraiment en se forçant, en disant je vais quand même exposer Andy Warhol, je vais quand même exposer Roy Lichtenstein. Lichtenstein a été exposé seulement il y a 3 ans maintenant, parce que les prédécesseurs du directeur de l'époque, ou même le directeur qui était en place à l'époque, ne voulaient pas voir Lichtenstein. Donc les pop artistes ne sont pas dans les collections françaises parce que les musées français n'ont pas voulu les acheter. Parce que c'était pas pour eux. Paris, c'était toute l'abstraction, plus tout ce qui est post-Duchampien. Donc l'objet notamment. C'est pour ça qu'il y a eu les nouveaux réalistes. Bon. Mais, et encore, les nouveaux réalistes, vous voyez que César, sa première rétrospective à Pompidou, c'est en ce moment, et Armand, c'était il y a 3 ans, et encore une petite rétrospective, parce qu'on ne voulait pas lui donner le grand espace. On pensait qu'Armand ne méritait pas le grand espace. C'est quand même une erreur. Donc j'ai vécu dans ce climat-là difficile, c'est-à-dire imposer des artistes américains dont la communauté culturelle française dominante ne voulait pas. Mais ça ne m'a pas empêché de les exposer presque tous, et puis d'avoir, à défaut de résultats financiers importants, d'avoir la considération générale, ce qui peut être encore plus important que les résultats financiers. Donc j'ai exposé en même temps les pop artistes, j'ai exposé les minimalistes, et j'ai exposé quand même certains grands abstraits, puisque j'ai exposé Frank Stella, j'ai exposé Ellsworth Kelly, j'ai exposé Joe Zolinsky, j'ai exposé Kenneth Noland. Et une des choses dont je suis le plus fier, j'ai fait 2 grandes expositions de Willem de Kooning, qui est un des plus grands artistes de l'histoire américaine, évidemment, qui non plus n'a pas attiré l'attention. J'ai quand même fait 2 expositions de Kooning, et je le dis comme ça, comme une anecdote. J'ai vendu en tout et pour tout une seule sculpture de Kooning, et en plus au Centre Pompidou, parce qu'à l'époque c'était Pontus Hulten qui était le directeur, et qui lui avait une ouverture d'esprit beaucoup plus grande que nos directeurs successifs à Paris. So I wanted to ask you, you mentioned at the beginning the changes that you've seen, and particularly the commodification, I would have said, about the entry of this financial consideration. Could you talk a bit more about that? Le marché de l'art est devenu financier à partir de la fin des années 80. On a connu une crise en 1974, qui a duré quand même pas mal d'années aussi. Mais à cette époque-là, le marché n'était pas encore aussi financiarisé qu'il l'a été par la suite. Donc on a vécu cette crise de 1974, c'était au moment de la crise du pétrole, où le marché s'arrête. On ne connaît plus ça aujourd'hui, j'espère qu'on ne le connaîtra plus jamais. Le marché s'arrête. Un exemple, dans ces années-là, les gens venaient le samedi à la galerie et les gens achetaient surtout le samedi. Bon. Et vous pouviez vendre 5 œuvres chaque samedi. Et quand la crise est arrivée en 1974,
pendant plusieurs années, il y avait des samedis où vous vendiez 0. Donc c'était très très dur pendant longtemps. Donc ça, c'est la première crise. L'autre crise, c'est on monte, et en 89, c'est le sommet. C'est la folie qui commence, 89. Et la chute commence à partir de 90. Aussi crise du pétrole, mais surtout la guerre du Koweït. Donc la chute de la bourse, avec toutes les conséquences économiques qu'on connaît. Ça avait été annoncé un peu par la crise japonaise, mais bon. Et là, c'est pareil, pendant des années, 5 ans, ce qui valait $1 million, mais c'était déjà passé dans une autre catégorie, redescendu à $200 000. Je peux donner des exemples. J'avais un très bon ami qui s'appelait Jan-Erik Levenadler, qui avait un très beau tableau d'Andy Warhol, une grande fleur de 3 mètres par 3, qu'il avait acheté $1 million. Et crise, donc 91-92, il dit je suis prêt à la vendre, cette fleur, grande fleur, pour $200 000. Donc vous voyez, c'était un courtier qui était brillant, qui connaissait la terre entière, qui avait de l'argent, mais il était obligé de brader, de vendre pour presque rien un tableau extraordinaire. Ce tableau, aujourd'hui, peut faire 20 millions. Bon, vous voyez, on est basculé encore dans l'autre sens, de façon peut-être un peu excessive, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, c'était ça la crise. C'est-à-dire que beaucoup ont été obligés de diviser par 2, par 3, par 4, même par 5, dans ce cas-là, la valeur des œuvres qu'ils possédaient et qu'ils devaient vendre pour continuer à vivre, à tourner, etc. Donc, crise en 90. Autre exemple, je reprends le cas de Jan-Erik Levenadler, qui était donc un ami très proche. Nous avons fait la foire de Chicago, et qui était une foire formidable à l'époque. C'était la deuxième grande foire au monde après Bâle. Et Jan-Erik, c'était mon voisin, donc on se parlait tout le temps. Il me disait, 89, j'ai vendu 40 œuvres. C'est beaucoup, 40 œuvres, évidemment. Et en 90, puisque la crise a commencé à ce moment-là, juste après la vente de Christie's et Sotheby's au mois de mai, il dit, j'ai vendu 14 œuvres. Donc vous voyez, 40, 14. Et les œuvres étaient aussi bien, le public était aussi bien. Enfin bon, c'est-à-dire que l'inquiétude s'est généralisée très vite. Nous, on réagit lentement en Europe, mais aux États-Unis, c'est immédiat. Quand ça s'arrête tout de suite. Puis après, ça repart vite. Et nous, ça repart plus lentement. Mais voilà ce qu'a été la crise de façon concrète. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il peut y avoir une crise ? Oui, bien sûr. Mais dans la mesure où ce marché s'est mondialisé, dans la mesure où il y a tellement d'argent investi dans l'art, on peut penser que ça sera une crise douce, si elle arrive. Si elle arrive. Bon. Donc il n'y a pas d'inquiétude. En tout cas, je peux dire, puisqu'on parle du marché de l'art, qu'il ne s'est jamais aussi bien porté depuis que le marché de l'art existe. Toutes ces dernières années sont des années de prospérité pour tout le monde. Bon. Nous faisons les foires. Pourquoi ? Parce que, j'en fais 10 ou 11, je ne sais plus, le marché étant mondial, il faut aller au-devant de ses clients, donc leur apporter ce que nous avons à présenter dans nos galeries, apporter nos artistes pour les faire connaître et naturellement pour les vendre un peu partout dans le monde. Alors, juste un exemple sur cette mondialisation. J'ai montré un artiste indien à la foire de Hong Kong, un collectionneur, je ne savais pas qu'il était américain à l'époque, enfin, je n'ai pas fait attention, voulait acheter cet artiste indien et il hésitait, sa femme n'était pas convaincue. Eh bien, ce même collectionneur, je l'ai revu là au mois d'octobre à la foire de Chicago. Et ce monsieur a acheté la même œuvre que celle qu'il avait vue à Hong Kong, parce que cette fois-ci, il est convaincu.
sa femme aussi. Donc il a acheté à Hong Kong. Donc c'est ça la mondialisation. Donc vous pouvez montrer une œuvre à Hong Kong et la vendre après And of an Indian à artist. Chicago. Donc voilà. Donc c'est pour ça que nous sommes obligés de voyager tout le temps, de faire les foires. Et c'est très agréable, hein, je veux dire. So you now have a gallery in Brussels, which is run by your son. Mhm. You did have a gallery in Milan, but that closed. That was quite early in your career. You've never thought of extending to New York? Alors, la galerie à Milan, c'était en 1900. J'ai eu une galerie à Milan pendant 4 ans, entre 1972 et 1976. Parce que donc l'extension dans un pays étranger, j'ai été un peu précurseur aussi, parce que j'avais envie. Je me disais, à Paris, ça bouge pas. Donc allons en Italie où c'est beaucoup plus actif. Donc j'étais très ami à l'époque avec Giancarlo Politi, la charte. Et c'est lui, Giancarlo Politi, qui me dit, mais va ouvrir une galerie à Milan, parce que tu vas voir, Milan, c'est prospère, etc. Il avait raison. Donc j'ai fait des expositions là-bas. J'ai exposé Joseph Kossuth, c'est le premier Américain que j'ai montré avant Judge. J'ai exposé Judge, etc. Lawrence Wiener, enfin beaucoup d'artistes, puis des artistes français et italiens aussi. Et puis, donc 72, 74, la crise. Et naturellement, en 76, j'arrête parce que là, c'était plus possible de tenir en Italie parce que le marché s'est arrêté. Sans ça, j'aurais pu continuer en Italie pendant longtemps. Donc, l'idée d'aller à l'étranger, je ne vais pas dire pour conquérir le monde, parce qu'il ne s'agit pas de ça quand on est français, ou alors il faudrait aller s'installer à New York, je l'ai eu il y a très très longtemps. Alors, New York, j'y ai pensé beaucoup. Pourquoi ? Parce que, étant devenu très ami avec Léo Castelli, donc dès 1972, Léo est mort en 99, il y avait ce building au 420 West Broadway, et il y avait premier étage Léo, deuxième étage Ileana Zanaben, troisième étage John Weber, quatrième étage André Emmerich. Et Emmerich est parti pour s'installer en haut de la ville sur la 57th Street. Et donc l'espace était libre. Et à ce moment-là, je me dis, peut-être je devrais louer cet espace. Et Léo m'a dit, si tu viens, je t'aiderai. Et puis je ne l'ai pas fait. Pourquoi ? Je sais, rétrospectivement. Je ne me sentais pas à l'aise dans, je vais dire, je ne sais pas si le mot est juste, cette culture américaine. Et en même temps, je suis allé maintenant 200 fois à New York. Donc Yes. je connais par cœur New York et tout le monde. Mais je ne sais pas pourquoi. J'aurais pu prendre des cours de littérature, des cours de langue, des cours de politique, tout ce qu'on veut pour s'intégrer. Mais j'ai pensé à l'époque que j'avais plus et mieux à faire en restant en France et en devenant à Paris la galerie la plus dynamique. Et c'est ce que j'ai fait finalement. Alors, je ne saurais jamais si j'ai eu tort ou si j'ai eu raison, mais j'ai eu l'opportunité de le faire. C'était dans les années 80. Et peut-être que voilà, j'aurais peut-être bien réussi aussi à New York en tant qu'étranger. Mais il y a finalement qui a réussi à New York en tant qu'étranger. Il y a une galerie que j'aimais beaucoup, c'est lui qui m'a permis d'exposer de Kooning, c'était Xavier Fourcade. Xavier Fourcade était français, il est devenu directeur de chez Knoedler, et il a ouvert sa propre galerie. Il a eu des artistes formidables, puisqu'il a eu de Kooning tout le temps, et jusqu'à sa mort, et il a eu Malcolm Morley, il a eu John Mitchell, d'autres que j'oublie. Et lui a bien réussi, mais c'est tout. Comme étranger, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a eu... Yvan Lambert was Ah oui, in New Lambert, York, but then he closed. il a fermé parce que ça ne marchait pas. Donc il a essayé, mais et pourquoi ça n'a pas marché ? Parce que il a cru qu'on peut diriger une galerie à New York à distance, ce qui est absurde. Vous ne pouvez pas avoir la galerie principale à Paris et la galerie secondaire, entre guillemets, à New York. C'est New York qui doit être la galerie principale et la galerie de Paris ou d'une autre capitale européenne, la galerie secondaire, filiale, succursale, comme vous voulez. Donc Yvon n'aimait pas voyager. Moi, je suis en voyage tout le temps. Lui, pour lui, voyage, il est casanier, comme on dit. Non, donc ça n'a pas marché pour ça. Yes, he was a homebody. Donc, il fallait vivre à New York. Bon. Donc,
Sperone, Gian Enzo Sperone, mais c'est associé avec Angela Westwater, donc c'était un cas différent. Non, la plus belle réussite d'un Européen à New York, c'est David Swirner, bien sûr, qui est maintenant une des 4 galeries les plus puissantes financièrement au monde. Donc ça prouve que un Européen peut s'installer à New York et réussir, hein, être un des leaders. Donc il faut lui rendre hommage, chapeau. Mais que c'est extrêmement difficile. Mais il y a aussi le fait pour un Français, il n'y a pas de base française aux États-Unis, alors qu'il y a une base allemande, évidemment. Donc il n'a jamais été isolé. Et la communauté allemande a toujours été derrière lui. Il n'y a pas de communauté française capable de dépendre d'un Français à New York. Oui. Puisqu'il n'y a pas de marché français suffisamment puissant pour supporter ce qui vient de New York. Alors que, bon, lui, il a vendu tous ses artistes aux Allemands qui les achetaient déjà de l'époque de son père. Hein. Rudolf Swirner était un des grands marchands allemands et il a su faire la collection Ludwig et il a su introduire l'art américain en Allemagne, ce que nous n'avons pas été capables de faire pour des raisons économiques et politiques chez nous. So I'm going to, in a little while, open up to questions because I'm sure that there's a lot of people who would like to dialogue with you. But I suppose my last question to you, in fact, 2 questions. Firstly, I'd like you to talk about the changing profile of collectors, what you've seen. And finally, my last question will be, what have you learnt in 50 years? What are the essential points of this long and successful career? So the first question, the changing profile of collectors, and the second one is what you've learned. And please be preparing your questions for after Danielle has answered my 2 questions. L'art est devenu très cher, trop cher. L'année où Andy Warhol est mort, 87, hein, c'est ça, ouais. J'avais l'exposition des dollar signs. Tableau qui faisait 7 pieds ou 8 pieds ou 2 mètres 10, peut-être même 2 mètres 40, je sais pas, ou 8 pieds, je sais plus. Bon. Ces tableaux coûtaient 45 000 dollars. 45 000 dollars. Et à l'époque, les gens disaient, bon, c'est un petit peu cher quand même. Aujourd'hui, les jeunes artistes, au bout de 5 ans, valent 45 000 dollars. Bon. Même si ça redescend, toute la jeune abstraction déjà qui est montée jusqu'à 100 000 dollars, elle est déjà en train de disparaître parce que c'était trop léger sur le plan de la créatif. Donc 45 000 dollars pour Andy Warhol le jour de sa mort. Les mêmes dollar signs aujourd'hui en vente publique, il y en a plusieurs, font 5 millions de dollars. Alors d'accord, Andy Warhol, c'est l'histoire, c'est bon. Mais beaucoup de, à l'époque, les collectionneurs, on disait, ce sont les docteurs, les médecins, les dentistes, les avocats. C'était les gens riches. Aujourd'hui, les médecins, les dentistes ne peuvent plus acheter d'œuvres d'art, sauf les jeunes. Mais c'est impossible, c'est impossible. Au bout de 5 ans ou 10 ans, l'artiste est tellement cher que ces gens-là ne peuvent plus acheter. Donc c'est de nouvelles richesses, de nouvelles catégories sociales qui peuvent acheter les œuvres d'art aujourd'hui. Aussi, on ne peut pas dire « je regrette » parce que le monde évolue et puis à part regretter le monde passé, il faut s'adapter au monde actuel. Mais c'est dommage quand même. C'est dommage que tous ces gens-là qui sont passionnés, qui à l'époque faisaient des efforts pour s'informer, pour se cultiver, pour lire les journaux, bon, aller dans les musées. Aujourd'hui, les gens voyagent, lisent des journaux de façon peut-être superficielle, mais lisent, regardent Internet, etc. Mais il y a moins de, parmi les acheteurs, hein, il y a moins de passion et il y a certainement moins de connaissances. C'est-à-dire que cette vieille phrase, les gens achètent avec leurs oreilles et pas avec leurs yeux, c'est encore plus vrai, paradoxalement. Plus il y a d'informations, et moins les gens sont informés, moins ils savent à la fin.
J'ai des gens qui viennent acheter ce que je peux montrer aujourd'hui, mais qui ne connaissent pas les noms de certains artistes d'il y a 40 ans ou 50 ans. C'est ça qui est le plus choquant pour moi, c'est ces acheteurs qui peuvent dépenser des sommes importantes, mais qui ne savent pas ce qui a été fait avant. Donc, qui sont même en même temps très crédules, parce qu'ils vont acheter des jeunes artistes. Je parlais de la vogue, cette nouvelle peinture abstraite aux États-Unis, qui est déjà terminée. Mais ils ne savent pas qu'avant, il y a eu peut-être de Kooning ou Hartung ou Martin Barré, ou je ne sais pas. Donc, ils sont prêts à faire n'importe quoi, à acheter n'importe quoi. Bon, oui, c'est comme ça, c'est un constat. Tant pis pour eux, peut-être. Mais peut-être c'est dommage aussi pour ce que je disais au début. Quand on a des convictions esthétiques, je crois qu'il faut les défendre. Et ce dont j'ai peur aujourd'hui, c'est que beaucoup de galeries font passer l'intérêt économique de leur galerie avant leur conviction personnelle. C'est-à-dire qu'ils peuvent exposer des artistes en qui ils ne croient pas, parce qu'ils savent que c'est rentable, et dire que, tiens, si je vais exposer quelqu'un que j'aime beaucoup, mais je sais que je ne vais pas le vendre, je ne vais pas le faire. Ça, je le constate de façon quotidienne. Je n'aurai pas d'exemple, enfin tout le monde peut juger, parce que ça serait désobligeant vis-à-vis de certains. Donc on est rentré dans cette financiarisation du marché de l'art. Alors, je ne vais pas dire que j'ai appris ça, mais je le constate. Et naturellement, je le regrette d'une certaine façon. Mais nous, galeries, nous sommes malheureusement obligés d'avoir... Alors, il ne s'agit pas de faire comme certains, c'est-à-dire d'avoir une orientation spécifique. Je pense bien sûr à la galerie Denise René Hansmayer, on n'expose que de ce qui est abstrait, géométrique, optique, tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, ça serait plus vivable pour aucune galerie. On est obligé d'exposer des artistes qui, en apparence, n'ont aucune relation. Et ça, c'est pas grave, parce que l'idéal, c'est quand même le musée, les salles des musées, la succession des salles des musées dans lesquelles vous pouvez voir l'éventail de l'art contemporain, l'éventail des possibilités, le reflet d'une époque. Une époque, c'est tellement d'artistes différents à la fois. Si, je ne sais pas, dans l'année, n'importe quoi, 1915, vous vouliez être la meilleure galerie du monde, vous auriez dû avoir à la fois Picasso, Matisse, il ne faisait pas la même chose, Mondrian, il ne faisait pas la même chose, Kandinsky, il n'était pas mort encore, il ne faisait pas la même chose, Monet, qui était encore parfaitement vivant, Marcel Duchamp, évidemment, Paul Klee, donc des choses tellement différentes, et des artistes qui devaient se détester entre eux. Je suis sûr que Picasso devait penser que Mondrian était stupide. Hein, certainement, et peut-être le contraire aussi, vous voyez. Bon. Donc aujourd'hui, c'est normal d'exposer des choses qui, en apparence, sont très diverses. Quand je fais la couverture de ce livre, je montre Andy Warhol, bien sûr, je montre de Kooning, je montre Sol Lewitt, et je montre alors un artiste français que je considère être le meilleur de sa génération, qui s'appelle Gérard Garouste, mais aussi le futur, qui est Kane de Wiley, ce noir américain qui vient de faire le portrait du président Obama, qui sera dévoilé à la presse dans 3 semaines. Et une galerie, ça doit être ça, un éventail de ce que le directeur de la galerie ou le responsable, le propriétaire de la galerie juge être le meilleur de l'époque. Je pense qu'il y a une communication horizontale. Notre rôle, c'est ça, d'aller rechercher les meilleurs et de faire que c'est comme un jeu. On a tous envie d'avoir raison avant les autres. Le plaisir de ce métier, c'est la découverte. Donc d'aller chercher des jeunes et de les porter au maximum vers le sommet. Et ce que je continue à faire, on pourrait dire qu'après 50 ans, bon, bah, ça suffit, on va exposer les vieux, les morts, les artistes reconnus, etc. Non, je continue à chercher des jeunes artistes parce que ça, c'est la vraie passion du marchand. Et je peux citer quelques artistes de ces dernières années, Ivan Navarro, donc dans un tout autre genre, bien sûr, Kane de Wiley, mais aussi cette japonaise, maintenant que tout le monde connaît, qui s'appelle Shiharu Shiota, ou encore un jeune Africain que je vais présenter mieux
plus possible et qui s'appelle Omar Ba, qui est du Sénégal. Puis demain, je peux peut-être trouver encore par-ci, par-là. On ne peut pas en faire trop parce qu'on peut faire que quand même 5 expositions par an, plus 2 galeries, ça fait 10 expositions, plus la Bruxelles, ça fait 15 expositions. C'est déjà beaucoup. Mais voilà, la découverte, c'est pour moi l'essentiel. Donc, en 50 ans, on peut dire que le marché, j'y reviens, mais le marché a évolué dans la globalisation et dans la financiarisation, puisque tout cet argent que les gens les plus riches gagnent, il va s'investir aussi dans l'art. Ce qui est en même temps une grande satisfaction, ça veut dire que l'art contemporain est reconnu par son temps, sa propre époque. Maintenant, les révisions historiques, il y en aura toujours. Est-ce que Jeff Koons et Damien Hirst sont les plus grands artistes du siècle, enfin de ces 20 ou 30 dernières années? On n'en sait rien. Peut-être ce sont les pompiers actuels. Hein. Bon, ça c'est possible aussi. Donc, moi, j'aime pas trop les gens qui ont des certitudes absolues. Il y a 3 artistes phares, on peut rajouter Murakami, mais peut-être c'est des tout grands dans l'histoire, mais peut-être que c'est moins qu'on croit. Et ça, je parlais de jeu. Attendons, on le saura très très vite. Je sais qu'il y a une polémique, parce que nous en avons parlé hier soir, à propos de Damien Hirst. Moi, j'ai beaucoup aimé l'exposition de Venise, alors que beaucoup de gens ont détesté absolument. Et moi, je dis, alors là, j'affirme, ma conviction, c'est que le Damien Hirst d'avant, c'est parfaitement secondaire. Le vrai Damien Hirst, c'est aujourd'hui, avec les œuvres qu'il a montrées à Venise, qui sont... avant, il a fabriqué pour le marché ce qu'il fallait faire. Bon. Et là, pour la première fois de sa vie... Non, il l'a fait déjà avec les tableaux qui ressemblaient à des Francis Bacon, qui étaient très mauvais parce qu'il ne sait pas peindre. Mais bon, il a eu le courage de faire 50 tableaux qui sont ratés total, mais il les a montrés. En disant, je veux être aussi bon que le plus grand peintre, pour moi c'est Francis Bacon, je veux être aussi bon que Bacon. Donc ça c'est bien. Et il a raté. Et après, il continue cette série, il va au fond de la mer, il va chercher les trésors engloutis. Bon. Soi-disant. L'histoire est extraordinaire. Ah oui, tout est faux, tout est inventé. Mais l'histoire est très belle, c'est comme un conte de fées. Il y a des trésors au fond de la mer, engloutis depuis 20 siècles, et je vais les chercher, je vais les remonter à la surface. Moi, je dis, c'est un peu psychanalytique, mais c'est son inconscient qui parle. Là, il est vrai, là, il est juste, là, il dit ce qu'il a dans la tête. Au fond de moi, j'ai des choses qui sont les trésors de l'histoire, c'est-à-dire qu'il a emmagasiné l'histoire de l'art, hein, parce que c'est un peu ça, jusqu'à aujourd'hui, puisqu'il y a même des Mickey Mouse. Bon. Donc, je fais remonter à la surface l'histoire, j'en fais quelque chose qui va vous sembler kitsch, baroque, décadent, vulgaire, voire, mais c'est la vraie histoire, et c'est la sienne, et c'est ce qu'il a dans la tête. Donc l'image de faire remonter du fond de la mer les chefs-d'œuvre, c'est les chefs-d'œuvre qu'il a lui dans la tête, et c'est là où il s'avère être un grand créateur. We'll stop there because we do need to take questions. Oui, pardon. So, can you put your hands up and can you please wait for the microphone? I can see one at the back there already, because we're being recorded. There, yes. Have you got a mic? Okay. Can you give a microphone, please? Oh, good. Perfect. So, merci beaucoup, Monsieur Templon, d'avoir partagé avec nous aujourd'hui. Thank you very much, Georgina, as well, for your questions. Je voudrais savoir, moi, j'ai une question en regardant vos premiers clients. J'aimerais vraiment savoir qui ont été les gens qui vous ont appuyé quand vous étiez dans ce sous-sol, ou qui étaient les premières personnes à venir dans votre espace en 1972 et à vous encourager à acheter les œuvres. J'aimerais savoir s'ils étaient français, s'ils étaient plus étrangers. Et surtout, j'aimerais savoir quand vous avez cessé d'enseigner la gymnastique et vivre simplement de votre galerie. Merci beaucoup. C'est pas la question. J'ai été professeur de gymnastique pendant 2 ans. Voilà. Et puis un jour, j'étais dans la cave, et puis je suis monté au premier étage. Et quand j'étais au premier étage, il fallait aussi ouvrir le matin. Et il fallait arrêter donc de faire de la gymnastique. Voilà. Qui sont les premiers acheteurs ? À l'époque, c'était un miracle de vendre des tableaux. Vous savez, les tableaux coûtaient entre, je sais pas, 500 francs. Je sais pas comment ça fait. 500 francs.
500 francs, donc c'était avant l'euro, donc c'était encore avant, et c'était, Oui, bah, I don't know, je sais pas, l'équivalent de 500 500 euros, $500, on va yes. dire peut-être 500 euros, voilà, disons Perhaps 500 euros. $500, Ouais, yes. ouais, 500 dollars. Euros and dollars. Mais je réponds à votre question, mais j'étais dans les années 80, il faudrait que je retrouve la date précise, début des années 80, peut-être 81, 82. Sotheby's à l'époque, c'était Park Burnett, là où il y a la galerie Gagosian maintenant. Et j'étais au premier rang d'une vente, assis à côté de Léo Castelli, et passe un petit flag de Jasper Jones. 900 000 $, 1 million de dollars. Enfin, c'est parti à 100 000 et c'est monté jusqu'à 1 million de dollars. Et Léo m'a dit, comme si c'était hier, ils sont devenus fous. 1 million de dollars. Aujourd'hui, ce tableau vaut 50 minimum millions de dollars. Bon. Et, c'est-à-dire 25 ans après. Et ce tableau, il a été reproduit après dans le New York Times. Peut-être c'était le Free Flags, qui est grand comme ça. Léo, avec la facture de la galerie Castelli, 1 000 $. Et c'était vendu, je pense, à peut-être M. Armstrong. Il avait acheté pour moins 10%, il avait acheté pour 900 $. Il y a la photocopie de la facture, où on a payé le Jasper Jones 900 $ au lieu de 1000. Et c'est vendu, donc, 1 million de dollars. Et vous voyez, le démarrage de l'inflation, il faudrait retrouver la date précise, mais c'est pas compliqué de le trouver. Et Léo a dit, cette réaction que j'ai un peu à ma façon aujourd'hui, ils sont devenus fous. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est 50 millions, 100 millions, puisque Warhol, même Jeff Koons, ça fait plus que 50 millions de dollars. Ça ne veut rien dire. On est dans l'absurdité. Mais en même temps, c'est la réalité. Il faut faire avec. But Danielle, I'd like you to answer the question. Who were your first buyers? Les premiers Yes, acheteurs. yes. When you were still... It's difficult to tell you. C'était des gens inconnus, puisque je connaissais personne. Donc, mais des gens certainement qui devaient être des docteurs ou des dentistes. Vraiment. Comment were they foreign? Were they comment je me French? suis débrouillé pour me faire connaître. Donc, j'ai travaillé dans l'aide française pour corriger les épreuves. Et je vivais à l'époque avec cette femme Catherine Millet. Et je l'ai connue, elle avait 17 ans et j'avais 20 ans. Et nous sommes mis ensemble, elle avait 18 ans, j'avais 21 ans. Et elle sortait du lycée, elle passait le bac. Et elle ne savait pas quoi faire. Et je lui dis, mais pourquoi tu n'écris pas sur l'art contemporain ? Bon, pourquoi pas ? Et j'ai dit à Georges Boulay, qui était responsable des lettres françaises, je vis avec une fille, elle voudrait écrire sur l'art. Ouais, qu'elle m'envoie son texte. Bon, c'était ça, Georges Boulay, tu l'as connu peut-être. Et les 2 premiers articles qu'elle a écrits, dans 2 galeries de Paris, c'est en mai 68, donc, mais rien à voir avec encore les événements. Un, c'était sur Jean-Pierre Reynaud, chez Marty S. Fels. Et l'autre, c'était sur Simon Hontaille chez Fournier. Donc, ce n'étaient pas 2 mauvais artistes. Et c'est comme ça qu'elle a commencé. Et elle a continué. Et Boudaille l'a fait écrire dans la lettre française pendant des années, jusqu'à la fin des lettres françaises. Elle a écrit dans Art, qui était la revue de Jean Clair. Et en 72, c'est bien qu'on évoque ça, j'ai créé Art Press. Ah. Qui existe toujours. Donc, cette revue, elle a 45 ans. Nous sommes séparés avec Catherine Millet en 76, mais elle a donc continué le journal. Aujourd'hui, elle est toujours directrice, rédactrice en chef de Art Press, qui est quand même la revue de haut niveau, plutôt intellectuelle par rapport aux autres, parce que j'ai eu cette idée-là de créer. Donc, je reviens. Comment je me faire connaître ? Cette galerie qui était dans une cave. Donc, Catherine Millet écrivait des comptes rendus sur mes expositions. C'est comme ça que je me suis fait connaître à travers les lettres françaises et ces comptes rendus d'expositions. And through the press, which is very nice for me to hear. Can we have
The press is still important, is it? So are there more questions? There's a question over here, please. Can you wait for the microphone, please? While you're waiting, while you're waiting, can I ask? Wasn't it so that in 1980 the Mitterrand government changed the rules for with the socialist government changed also the rules for the market? Wasn't that an important issue? Non, il n'a pas changé. Il a créé à partir de 1981, constatant la mauvaise situation du marché de l'art français, donc mauvaise situation pour les artistes français, qui ne se vendaient pas à l'étranger et se vendaient finalement assez peu en France. Il a créé ce qu'on peut appeler la régionalisation. Il a permis aux régions d'acheter des œuvres d'art à travers un organisme qui s'appelle Fonds régional d'art contemporain. Il a créé ça en 81. Bien sûr en demandant à un ministre de la Culture qui s'appelait Jacques Lang à l'époque. Donc Fonds régional d'art contemporain. Donc la région met n'importe quoi 100 000 et l'État, le ministère de la Culture, met 100 000. Donc si la région mettait 300 000, l'État mettait 300 000. Donc ça, c'était une bonne idée, une parité entre l'argent des régions, il y a 22 régions en France, et l'argent de l'État. Donc il y a eu 22 FRAC. Donc ces FRAC ont permis à beaucoup de galeries de vivre à l'époque, en tout cas d'améliorer leurs résultats. Donc ça a été très 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 utile, les FRAC. Et ils ont acheté des choses, évidemment, que certaines sont restées, puisque je me souviens que le FRAC de Bordeaux avait acheté le vacuum cleaner de Jeff Koons, ou le FRAC de Lyon, Rhône, a acheté une bougie, une candle de Gerhard Richter, qui naturellement aujourd'hui vaut peut-être 20 millions. Donc, alors que le FRAC il doit avoir aujourd'hui peut-être 500 000 euros par an pour acheter. Oui. Donc ces FRAC, donc c'est important de dire que le rôle du ministère de la Culture, de Jacques Lang et de l'argent donné aux régions a été très utile pour le développement du marché, en tout cas pour redonner de la confiance et de la visibilité aux artistes français, mais aussi à les artistes internationaux. Parce que ces FRAC ont acheté beaucoup d'artistes étrangers, autant d'étrangers que de Français. So we have a question over here. Yes. Merci, Monsieur Templon. C'est Carlos Urrot. I'm participating this afternoon in another panel about the trespassing the galleries to the next generation. You're just celebrated 50 years. You're opening a new space. And can you tell us more how you see your gallery happening in the next generation through your son, or how will this continuity of the gallery occur? Comment je... Bon, alors... Juste la fin. C'était la question. Monsieur, voilà, Oui. ce monsieur, il va participer dans le panel sur Oui. la passation et il demande comment tu c'est ça, vois j'ai compris. la passation. Les 15 et prochaines années. années. Comment sera la galerie dans 15 ans? À moi? Ah oui, je pensais la situation mondiale. Ah oui, non. La vôtre. Dans 15 ans, je serai toujours là. D'accord. Bon. Tous les grands marchands de tableaux, peut-être je n'en fais pas encore partie, mais ont dépassé les 90 ans dans leur galerie. Bon. Sidney Janis, Léo Castelli, Ileana Zonaben, Denise René, Pierre Matisse, et peut-être j'en oublie, donc sont restés jusqu'à la fin de leur vie physique dans leur galerie. Ça veut dire que c'est un métier passionnant qui vous donne envie de continuer. Ça veut dire que ça vous maintient en forme physiquement, d'aller travailler, parce que les gens qui sont retraités, ils deviennent plus vite malades que les autres. Et intellectuellement aussi, ça reste passionnant. Donc il n'y a aucune raison d'arrêter, sauf naturellement
la volonté divine ou simplement la biologie. Oui. Donc, dans 15 ans, je serai toujours là, ça c'est sûr. C'est pour ça que je vais ouvrir dans 3 mois une nouvelle galerie très grande à côté de ma galerie actuelle. Et alors, puisque vous posez la question, puisque j'ai un fils qui a 31 ans et qui dirige la galerie de Bruxelles, donc logiquement, il devrait prendre la suite. Voilà. Mais je n'ai pas fait exprès, mais c'est lui qui m'a manifesté cet intérêt pour l'art, puisqu'avant de venir à Bruxelles, il a travaillé 2 ans et demi ou 3 ans presque chez Sean Kelly à New York. Donc voilà, il a décidé de continuer. Et ça fait toujours plaisir quand on a des enfants, un garçon ou une fille qui veut continuer l'activité paternelle ou maternelle. Voilà. Et aujourd'hui, vous constaterez qu'il y a énormément de fils ou de filles de galeries qui continuent l'activité de la galerie de la famille. Donc, et ça aussi, c'est intéressant, le changement. À l'époque, les collaborateurs ou collaboratrices d'une galerie, c'était des gens qui n'avaient pas fait beaucoup d'études. Bon. Aujourd'hui, à Paris, on a cette grande école qui s'appelle Sciences Po. Presque chaque galerie importante a des garçons, des filles qui viennent de Sciences Po. C'est-à-dire qu'à l'époque, quelqu'un qui sortait de Sciences Po et qui dit « je vais travailler dans une galerie », on le prenait pour presque un idiot, quoi, un farfelu. Bon. Aujourd'hui, une galerie, c'est devenu quelque chose d'extrêmement respectable sur le plan social et aussi sur le plan économique. Voilà. Next question. There's one here. Bonjour, Monsieur Templon. Je voulais vous questionner une chose. Vous êtes une galeriste avec une très large expérience. Quel est votre conseil quand nous parlons avec un client? Et un client il a acheté un tableau, il fait beaucoup de temps, mais le prix de cet artiste, il n'est pas augmenté. Quel est votre conseil? Qu'est-ce que nous devons faire? Ou qu'est-ce que nous devons dire avec nos clients quand le prix il a descendu ou les collectionnistes ont perdu la confiance avec les clients parce qu'avec l'artiste avait eu une crise artistique. Et alors, qu'est-ce que est votre recommandation? Est-ce qu'il faut dire la vérité? C'est trop dur, quelquefois. Dire la vérité. Est-ce qu'il faut dire on s'est trompé? Tromper l'artiste, tromper les collectionnistes. On peut rejeter la faute sur soi, parce qu'on n'a pas eu le bon œil cette fois-ci. On peut rejeter la faute sur l'artiste, qui était formidable au moment où vous avez vendu le tableau et qui est devenu mauvais après. Il faut dire aux collectionneurs qu'on ne peut pas gagner à tous les coups. Voilà. C'est comme ça dans la vie. Pensez au football, mais on ne peut pas gagner tous les matchs. Hein. Bon, oui, bon. Ça nous est arrivé à tous, galeries, de faire des mauvais choix, de croire dans un artiste, et puis finalement, au bout de 2 ans, 5 ans ou 10 ans, l'artiste s'est trompé. Donc, il faut que le collectionneur accepte que ce n'est pas de sa faute, ce n'est pas de la nôtre non plus. Voilà. Qu'on ne peut pas trouver un Picasso, un Andy Warhol tous les matins parce que les grands artistes sont extrêmement rares. Si aujourd'hui tout se vend, ça c'est aussi le problème de l'époque, tout se vend. Même les artistes les plus médiocres se vendent bien. Donc, si tout se vend, il y a un problème. Et ce problème, ce n'est pas nous qui allons le régler. Hein. Le marché aujourd'hui est capable d'absorber n'importe quoi. N'importe quoi. Ça, c'est un autre débat qu'on peut avoir, mais enfin, ça prend du temps. Il faut le dire, voilà, monsieur, c'est la vérité. L'artiste nous a déçus. C'est le destin. Ne m'en veuillez pas. Mais vous avez acheté ça, et ça a monté. Donc, c'est comme un portefeuille d'actions. Si vous achetez des actions de 30 sociétés, eh ben, il y en a qui vont monter, il y en a qui vont descendre, il y en a qui vont disparaître. Il y a eu des faillites fantastiques chez nous. Regardez Eurotunnel, qu'on en a voulu faire le tunnel entre Paris et Londres, enfin là, sous la Manche. Eurotunnel, l'action d'Eurotunnel devait coûter jusqu'à l'équivalent à peu près de 50 €, et il est descendu à 5 €. Qui pouvait penser qu'Eurotunnel allait s'effondrer et que les gens qui avaient mis de leur fortune sur Eurotunnel avaient tout perdre? Ouais, bon. Et ça arrive dans tous les domaines de l'économie. Donc il ne faut pas avoir peur de reconnaître aussi sa propre erreur et de le dire franchement aux collectionneurs. Voilà. Mais continuez à me faire confiance, on va se rattraper la prochaine fois. Et en général, c'est vrai. Next question. We've got one somewhere here.
I was wondering, you mentioned a couple of times that business aspect is now dominant in the art market in terms of art dealership. But you also mentioned that at the beginning of your career, there was that if there were no sales, then artists would go somewhere else to someone else. So forget the money for the moment. But what has changed? J'ai pas Pas compris en compris. détail. Alors, enfin, Oui, qu'aujourd'hui l'argent est devenu prédominant. Oui. Ouais. Bon, ça tout le monde le constate. mais, mais tu as dit qu'au début Oui. que Pas bien, si vous ne faisiez pas un bon travail de galeriste vous-même, l'artiste pouvait partir quelque part d'autre. oui, Bien sûr. vous perdiez. Je demande simplement Oui. quelle est la différence entre ce début et maintenant, à part les sommes de monnaie, les sommes d'argent qui sont beaucoup plus importantes. Disons qu'à l'époque, la confiance était plus importante. C'est-à-dire, l'artiste vous demandait en plus une relation de confiance, c'est-à-dire d'amitié, de reconnaissance, d'échange, donc de parole. Il y avait quelque chose de plus, pas dire humain, parce que c'est toujours humain aujourd'hui aussi, bien sûr. Si on ne s'entend pas avec l'artiste, si on ne correspond pas, ça se termine mal. Mais l'artiste ne vous demandait pas des résultats de façon aussi forte. Alors, qu'est-ce que tu as vendu, etc. Bon. La course à l'argent n'était pas aussi forte qu'aujourd'hui. Alors, la course à l'argent, c'est le système qui veut ça. Ce n'est pas des gens qui veulent s'enrichir, qui veulent gagner de l'argent vite. C'est la compétition est telle aujourd'hui qu'il faut gagner de l'argent malgré tout. Malgré tout. Aujourd'hui, c'est la course. Alors, on a une galerie, on a 2 galeries, on va avoir 3 galeries, 5 galeries, 10 galeries, 12 galeries. Gagosian a 12 galeries, donc les autres, ils veulent aussi avoir 12 galeries. C'est absurde. Je veux dire, bon, il faut penser un peu différemment. Il n'y a pas de limite à la volonté de pouvoir, il n'y a pas de limite à la volonté de s'enrichir. Bon. Mais d'où peut venir je dirais, le frein naturel qui serait le bon sens? En disant, ma satisfaction, c'est voir les artistes, travailler avec les artistes, aller dans leur atelier, regarder leurs œuvres d'art, faire des expositions, les faire connaître à travers les musées et la revendre. C'est comme si le mot vendre passait avant toute chose. Voilà. On ne respecte plus la hiérarchie naturelle. Prendre le temps de découvrir, prendre le temps de faire découvrir aux autres. On est tout de suite dans l'immédiateté du commerce. Mais on est tous responsables. C'est tout notre système. C'est les artistes, c'est les galeries, c'est les musées, c'est la presse et c'est les collectionneurs. Hein? Il faut aller vite tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, en se pressant. Et je demande du temps, mais personne ne va nous donner du temps. Et personne n'a envie de le prendre parce que je me souviens d'une époque où, au moment de la première montée du marché de l'art, donc en 89, les banques venaient nous voir et disaient « Est-ce que vous avez besoin d'argent ?» Alors évidemment, on dit « Bien sûr, on a besoin d'argent. » Bon. Et après, c'est nous qui leur avons dit « Oui, donnez-nous encore de l'argent. » Pourquoi? J'ai vu un artiste. Il fait des tableaux formidables. Il y a 20 tableaux formidables. Il faut que je les achète. Parce que sans ça, il va les vendre à quelqu'un d'autre. Donc on demande l'argent à la banque pour acheter 20 tableaux. C'est un exemple comme ça, mais bon. L'artiste ne demandait pas qu'on achète les 20 tableaux. Mais vous pensez que l'autre galerie veut aussi acheter les 20 tableaux. Vous n'avez pas l'argent. Et l'autre galerie, elle n'a pas l'argent non plus. Elle va aussi à la banque demander de l'argent. Pensons que moi, je vais acheter les 20 tableaux. Donc, vous voyez, cette course folle où il faut absolument avoir de l'argent pour acheter avant les autres. Alors que les autres ne peuvent pas plus que nous. Hein, c'est une caricature, mais enfin, c'est un bon exemple quand même. Donc, c'est ça la course à l'argent. Et ça a commencé en 89.
Et c'est pas prêt de s'arrêter. Ouais. Another question. Have we got more questions? I had a question I wanted to ask you. What, in the case of an artist who is failing is perhaps not the right word, but who's not doing well, how do you deal with that? Do you keep him on? Do you have artists who you believe in but won't sell, won't have commercial success? C'est très difficile de rompre avec un artiste, de lui dire « je veux plus de toi dans ma galerie ». C'est très difficile parce que si on a des rapports humains avec lui, on a envie de le regarder quand même, en pensant qu'il va de nouveau se remettre à bien travailler, de nouveau qu'il va s'améliorer. Donc qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de l'exposer tous les 2 ans ou 3 ans, on repousse la date de l'exposition. Et si au bout de 5 ans ou 6 ans, l'œuvre ne s'est pas améliorée, je pense que les deux comprennent, enfin l'artiste comprend qu'on ne peut pas continuer, donc il doit aller exposer ailleurs. Mais c'est toujours difficile d'arrêter de travailler avec un artiste, c'est toujours délicat, bien sûr. Ça m'est arrivé. Puis il y a aussi des artistes qui peuvent quitter la galerie parce qu'ils pensent que c'est mieux ailleurs. En général, c'est jamais mieux ailleurs, mais enfin, ils le croient. You've had artists who've left, you've had gained artists. Can Oui, you bien talk sûr. a bit about that? Why do they go? How? Quelquefois, il y a des raisons objectives pour quitter une galerie. Mais bon, mais souvent, des artistes pensent, plus maintenant, mais parce que bon, maintenant, la galerie est établie, donc pour qu'un artiste parte, il faudrait vraiment des circonstances particulières. Mais c'est comme les enfants, ils pensent que c'est mieux chez la voisine. Hein, le goûter, le pain et le chocolat à 4 heures, c'est mieux chez la voisine que chez sa mère. C'est un peu ça. Beaucoup d'artistes ont eu des réactions un peu enfantines à l'époque sur cette question-là. Mais bon, il y a aussi des artistes cyniques. Un artiste qui m'a quitté à l'époque en me disant un artiste, c'est comme un footballeur, il doit changer de club de temps en temps. Really? Oui, un artiste connu. Il est allé dans une autre galerie, il a changé de club et puis il est tombé. Are there more questions? Because I have another one. So, what makes an artist succeed? Is there any sort of... Is it possible to predict? Non, c'est imprévisible. Alors, quand on prend un nouvel artiste dans sa galerie, on pense naturellement qu'il va devenir un grand artiste et qu'il va se vendre, qu'il va être populaire, qu'il va être bon. Mais, comme disait monsieur, il y a une part de risque, on peut se tromper aussi. Il faut avoir la conviction que cet artiste va développer une œuvre. Si vous n'avez pas la conviction au départ, vous n'arriverez pas à faire partager aux collectionneurs, par exemple, cette conviction-là. Si vous n'êtes pas convaincu, vous allez devenir un mauvais vendeur de cet artiste. Donc il faut que cet artiste vous corresponde. Alors, il y a des galeries qui prennent des artistes parce qu'il faut remplir le programme. Il faut faire 10 expositions par an, donc on prend. Moi, je préfère prendre moins d'artistes, mais être sûr. Jamais j'ai pris un artiste comme ça en 2 minutes. Il faut attendre 1 an, 2 ans, avec le risque que d'autres galeries le prennent, évidemment, avant de dire oui, je suis convaincu, je l'aime, je peux le défendre et je ferai beaucoup de travail pour lui. Mais ça, c'est une question de sensibilité personnelle, c'est une question d'œil. Je ne sais pas si j'ai un don plus que d'autres, mais je pense qu'il y a l'œil. Et de moins en moins, je trouve que les gens ont l'œil. C'est-à-dire qu'ils ne prennent pas le temps de regarder, de comparer. Est-ce que cet artiste apporte une dose de nouveauté par rapport à ce qui existe déjà? Est-ce qu'il a une conviction personnelle intense, c'est-à-dire quelque chose en lui-même qui fait qu'il devient artiste autrement que pour exister. Parce que là, je reviens là-dessus, ça c'est important. Aujourd'hui, il y a une phrase de cet artiste que vous connaissez tous, Ben. Non. Ben a écrit des phrases extraordinaires, je pense que c'est un très grand artiste qui est... Bon, ben ouais. Chômeur, devenez artiste contemporain. Je ne sais pas si la traduction est bonne. So, unemployed person, become a contemporary artist. Voilà. Réfléchissez à cette phrase.
Et regardez dans ce qui se passe dans le monde, ce qu'on voit dans les musées, dans les galeries, dans les biennales, dans les grandes expositions. Combien d'artistes sont des chômeurs intellectuels qui sont là pour exister, aussi gagner leur vie, évidemment, ça on ne peut pas leur reprocher, mais qui se disent, mais qu'est-ce que je peux faire pour que j'existe? On parle de moi, que j'expose, je vende. Vous prenez ça. Aujourd'hui, vous faites ça, comme ça, en bronze, et vous exposez, vous trouvez une galerie en faisant ça. C'est tout. Bon. Et la scène artistique mondiale est remplie d'artistes qui font ça, en bronze. Bon. Et j'essaye d'éviter ça le plus possible. Hein. Là aussi, c'est un constat, je ne juge pas. Bon, chacun fait ce qu'il peut. Donc, en tout cas, pour moi, quand je rencontre un artiste, j'essaye de savoir si, au fond de lui-même, il a une nécessité. Hein, qu'il fait ça parce qu'il ne peut pas faire autre chose. Mais beaucoup d'artistes contemporains aujourd'hui pourraient faire autre chose. Ils pourraient travailler dans la publicité, ils pourraient travailler dans la décoration, ils pourraient travailler dans beaucoup de... même devenir galeriste. Bon, mais la nécessité, ça c'est ce qui m'intéresse le plus quand je rencontre un artiste. Une des dernières, Chiaro Ciotta, qui doit avoir presque 40 ans, mais je la connais depuis 10 ans. Quand vous la rencontrez, vous dites, cette femme, elle est habitée par la création, une espèce d'angoisse. Elle était élève de Marina Abramovic, donc il faut quand même être un peu tordu pour continuer dans cette voie-là. Bon, une grande artiste, demeurant. Mais elle triche pas. Hein, elle ne fait pas des objets parce que ça va se vendre. Elle fait des objets parce que si elle ne fait pas ces objets, elle ne peut pas vivre. Et je pense qu'un grand artiste, c'est ça. S'il ne fait pas ça, il ne peut pas vivre. Hein. Et ça, ce n'est pas la majorité des artistes. On croit qu'ils sont tous comme ça, mais c'est plutôt la minorité. J'ai un autre artiste qui, pour moi, mon peintre préféré parmi les Français, c'est Gérard Garouste. Vous ne connaissez sans doute pas son histoire, mais schématiquement, il est né de confession catholique, et à l'âge de passer 40 ans, 50 ans, presque, ouais, 50 ans, il a décidé d'apprendre l'hébreu. Pourquoi? Mais il m'a dit, c'est pour lire la Bible dans le texte. Bon, déjà, c'est étrange. Il apprend l'hébreu à 20 ans, très bien, c'est la culture, c'est formidable. Mais à 50 ans, c'est un peu bizarre. Donc il a pris des cours d'hébreu, il voit des rabbins, il parle un peu, et il peut lire dans le texte pratiquement. Pourquoi? Pour lire la Bible dans le texte, parce qu'il pense que tous les malheurs du monde, tout ce qui est arrivé aux Juifs évidemment, c'est à cause des mauvaises traductions de la Bible. Et quand on l'écoute, et c'est absolument évident, mais bon, ça c'est encore un autre débat. Et il s'est même, il y a 5 ans, donc aujourd'hui il a 70 ans, il s'est converti. Donc un jour il m'appelle, il me dit, je me marie. Attends, mais t'as divorcé, t'es ta femme depuis 40 ans. Ben non, je me remarie suivant le rite juif. Ah. Bon, okay, très bien. Donc, c'est assez fou. Et ses œuvres, depuis 20 ans maintenant, tournent autour de sujets bibliques, de sujets talmudiques. Bon. Donc, c'est une vraie folie, mais folie dans le bon sens du terme, une folie créatrice. Voilà. Il se sent investi de je ne sais quelle mission divine, c'est-à-dire illustrer le mot est un peu faible, mais de parler de sujets fondamentaux, de sujets qui ont quand même traité dans la Bible depuis, 2000 ans, et de traduire ça en peinture aujourd'hui. Donc voilà une vraie folie. Et voilà un grand artiste habité. Et c'est ces artistes-là que je recherche avant tout, et pas ceux qui fabriquent pour les besoins d'exister. So thank you so much, Daniel Templon. It's been really most interesting. We're now going to take a break. Exactly, yes. Merci beaucoup, Daniel, pour partager votre histoire.